Bonjour à tous. Bonjour, Alors, a priori, je pense que tout le monde nous entend bien. On va donc pouvoir commencer ce webinaire. exact. Alors on va faire un rapide webinaire, il n'y en a pas pour très très longtemps, pour parler des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles évolutions. On parlera également un petit peu roadmap sur des fonctionnalités qui sont à venir, soit à moyen terme, soit de façon imminente. Alors, du coup, ouais, ça va vraiment être organisé en deux grandes parties. Donc, la présentation des nouveautés, suivi de la roadmap. Donc la première nouveauté, bon, vous la connaissez quasiment tous maintenant, c'est à la refonte des offres historiques des services que propose Medialips. On retrouve à partir enfin j'allais dire à partir d'aujourd'hui, mais non maintenant depuis quelques jours, des offres uniques pour les CMS Medialips, donc Easy Media Setup et Imagine, avec des prix fixes, 10,90€ pour Easy Media, 12,90€ pour Setup, 29,90€ pour Imagine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le modèle historique à la carte, donc où on achetait la licence, lui disparaît. Alors, on a eu pas mal de questions sur est-ce que le parc va évoluer vers ces nouvelles offres ou pas. Non, tout ce qui est aujourd'hui en place va conserver ses licences actuelles. Donc, si vous avez un parc de licences à la carte, vous le conserverez Jusqu'à la, jusqu'à la fin du site. fin de vie du site, quoi. D'autres questions qu'on a eues aussi pas mal, c'était sur est-ce que des offres qu'on a dans la nature, sur des anciennes licences, on va être obligé de changer l'offre commerciale qui est en cours. Là encore, la réponse est non. Si vous avez des offres en cours sur des licences à la carte, bien évidemment, alors il faudra qu'on le passe à la main, mais on acceptera la souscription d'une licence à la carte. Vous nous faites un petit signe par le chat ou par email et on activera un ancien mode de licence. Vous retrouvez également les offres pour les solutions open source, Fiabilis et Volutis. Je crois qu'on a un chapitre dédié sur ça, donc on y reviendra un petit peu. Et puis la grande nouveauté de nos offres, c'est la possibilité d'avoir du mutualisé sur l'intégralité des solutions, que ce soit sur des solutions Medialips ou sur des solutions open source. Vous avez maintenant la possibilité d'héberger les sites à l'unité. C'est pour ça que ce mode de site s'appelle à l'unité, hein. C'est le contraire d'un serveur privé qu'on prend. Trois modes d'hébergement à l'unité, du sponsorisé avec toujours ce mode gratuit, hein, qui sert aux périodes de production, toujours avec ce bandeau de pub et avec, avec ce malus d'indexation Google. Et puis après, vous allez retrouver deux niveaux d'hébergement avec des performances différentes entre le starter et le premium. La grosse différence se situe sur le nombre de connexions simultanées. S'il y a des curieux, s'il y a des curieux, dans le tunnel de création, vous avez l'intégralité du détail technique entre les différentes offres. L'hébergement sur serveur privé, lui, ne change pas. Donc c'est celui que vous connaissez avec les first, les twin, les third, les quattro et puis et les autres options que vous avez. Il y a une petite particularité pour la partie premium. Lorsque vous décidez d'héberger un site à l'unité avec l'abonnement premium, vous le voyez là dans l'avant-dernière case, on vous propose un audit de performance et de sécurité à raison d'une fois par an. Typiquement sur des solutions open source, c'est assez pratique pour pouvoir optimiser un peu la consommation, optimiser un peu de rendement SEO également. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. De la même manière, vous voyez, il y a quelques différences sur le niveau de sauvegarde ou ce genre de choses. Je passe assez vite là-dessus parce que ces offres, vous les connaissez, on vous les a déjà présentées. Et si jamais vous avez des questions, vous retrouvez dans la rubrique actualité de Medialips le détail. Et puis de la même manière, hein, le chat, on peut vous répondre. Ouais, et n'hésitez pas à utiliser le chat pendant ce webinaire, on vous répondra également, bien entendu. Ouais, alors si vous utilisez le chat, regardez bien enfin, l'envoyer à tous les participants, à all participants, c'est pas uniquement aux présentateurs. Alors un fait assez nouveau au niveau du Webofacto, en fait, là ça vise vraiment à simplifier la gestion. Jusqu'à il y a peu de temps, vous retrouviez plusieurs versions du Webofacto. Donc certains d'entre vous étaient tout le temps dans ce qu'on appelait une branche stable.
d'autres utilisaient des versions bêta, et enfin d'autres utilisaient des versions alpha pour un même outil. Il s'est avéré en fait que cette multiplicité en fait des versions du Webofacto en fait provoquait certains risques. Par exemple, des nouvelles fonctionnalités disponibles, par exemple sur la configuration des projets uniquement en version alpha. Si dans un même espace de travail on avait des utilisateurs en alpha, des utilisateurs en stable, en fait ça pouvait créer des conflits de configuration. Du coup, on a vraiment opté pour la simplicité. Et aujourd'hui, c'est très simple, vous êtes tous utilisateurs d'une même et simple version du Webofacto. Donc vous bénéficiez tous des mêmes versions. Et ce qui se passera, c'est qu'en fait, on viendra faire des touches beaucoup plus ponctuelles de mise à jour, c'est-à-dire que lorsqu'on va mettre à disposition une nouvelle fonctionnalité, vous allez tous bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité au même moment, et ce qui nous permettra de simplifier cette gestion et d'éviter tous les risques de conflit. Et même pour vous, c'est un peu plus simple également dans la gestion quotidienne. Ça pouvait nous arriver de faire quelques allers-retours entre les versions pour vous donner accès à des fonctionnalités ou vous enlever l'accès à certaines fonctionnalités. Là, il n'y a plus de débat, il n'y a plus cette histoire-là. Tout le monde est en stable et au moins c'est beaucoup plus simple. Une des nouveautés du Webofacto, c'est aussi son ouverture à l'open source, notamment WordPress. Parce que WordPress se fait la part belle du marché, mais parce que c'est quand même la solution la plus utilisée. Il y a une fonctionnalité native qui a été développée qui vous permet d'installer automatiquement la dernière version de WordPress, et ce avec la dynamique industrielle de création de site que vous connaissez du Webofacto. Donc en quelques clics, mon site est installé. L'idée c'est je facilite la création de site, donc je peux le faire. Je peux utiliser la dernière version de WordPress, je peux utiliser un WordPress existant et simplement le dupliquer, je peux faire un import manuel, mais l'idée il est de se dire, si je veux faire une solution simple et simplement utiliser la dernière version de WordPress, et bien aussi simplement qu'un setup, je vais pouvoir installer mon WordPress. La seule chose que j'aurai à finaliser hors Webo, c'est la petite configuration du CMS, là, les 2-3 étapes que j'ai à faire avant de créer mon back-office. Juste pour complément, il y a une fonctionnalité donc d'import WordPress qui a été mise en place. Cette fonctionnalité, ça vous permet tout simplement, donc en quelques clics, de venir importer dans le Webofacto un site WordPress qui serait hébergé par exemple chez OVH dans un hébergement mutualisé, chez One and One, peu importe. Vous avez un site WordPress, vous voulez le rapatrier dans le Webofacto, ça se fait dans le cadre du tunnel de création de projet. Et une fois qu'il est créé, vous vous retrouvez dans votre Webofacto, votre projet WordPress. Vous n'avez pas eu à importer en fait les différents fichiers, vous n'avez pas eu à gérer la base de données, c'est le Webofacto qui s'est chargé de tout. Donc ça vous permet, j'insiste sur cette fonctionnalité parce que pour certains d'entre vous aujourd'hui utilisent déjà en fait le Webofacto pour gérer leur projet open source, mais c'est peut-être pas forcément encore le cas. Et certains d'entre vous disposent de projets justement éventuellement chez d'autres hébergeurs. Et cette fonctionnalité, ça vous permet très très rapidement de tester en fait la pertinence et la performance de l'hébergement Webofacto pour vos projets open source. Donc ça se couple avec l'évolution d'hébergement à l'unité des WordPress. L'idée elle était de vous permettre d'utiliser le Webofacto et donc tous ces services, quelle que soit la technologie que vous utilisez, et donc d'aller vers cette centralisation des outils à un seul et même endroit. Je vais te laisser la présenter, cette extension Webo. Ouais, là, ça vient vraiment en complément en fait de ce Webofacto capable de gérer en fait des parcs de sites WordPress. Au même titre que n'importe quelle extension que vous pourriez installer en fait dans un site WordPress, là vous allez pouvoir installer une extension qui s'appelle Webofacto. Et à partir du moment où en fait cette extension est installée sur votre site, vous allez bénéficier justement d'une centralisation complète de la gestion de vos parcs WordPress. Par centralisation, qu'est-ce qu'on entend? Dans cette première version en fait, de l'extension Webofacto pour WordPress, vous allez retrouver la possibilité de vous authentifier avec votre compte Webofacto comme administrateur de vos différents sites WordPress. Donc ça a une grosse pertinence en termes forcément de sécurité,
parce que sans cela, vous êtes obligé de tenir en fait une base, la plupart du temps un fichier Excel, avec les identifiants mots de passe des différents comptes d'administrateurs pour accéder en fait aux différents sites de votre parc. Le problème, c'est que dès que quelqu'un part de votre agence, bah, en fait, vous devez soit passer sur l'ensemble des sites pour supprimer ces accès, soit changer tous les accès. Donc là, ça vous permet vraiment de faire ce que vous avez l'habitude de faire en fait avec vos projets utilisant les CMS MediaLibs depuis toujours. Bah, en fait, vous allez pouvoir faire la même chose avec vos sites WordPress. Donc pour le moment, en fait, cette extension elle permet vraiment de gérer la connexion centralisée, avec la gestion de droits forcément qui va derrière au niveau WebOfacto. Elle permet de rajouter un lien direct depuis la fiche détaillée d'un projet qui s'appelle Accéder à WordPress. Donc au clic dessus, on se retrouve directement sur l'interface d'administration authentifiée. Et ça vous permet également de récupérer automatiquement la version utilisée de votre site WordPress. Donc comme ça, dans la liste de vos projets côté WebOfacto, bon bah voilà, si vous avez dit WordPress, ça vous permet visuellement de savoir en fait éventuellement que vous avez un des WordPress qui n'est pas à jour. J'anticipe une éventuelle question sur d'autres technologies qui pourraient subir le même sort. Oui, ça fait partie des plans de pouvoir faire la même chose avec un PrestaShop, avec bon, je pense surtout à PrestaShop parce que c'est l'autre techno qui est pas mal utilisé, mais c'est quand même bien moins utilisé que WordPress, donc effectivement c'est concentré sur WordPress. Demain, on retrouvera la même chose pour PrestaShop. Alors peut-être pas tout de suite Drupal, Joomla, Magento, c'est quand même beaucoup moins utilisé, mais en tout cas, on se laisse la possibilité de le faire. Sur la maintenance open source, alors c'est pas une révolution parce que on en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais vous le savez maintenant, on a mis sur pied un service de maintenance pour les sites open source. Alors quand on parle de site open source, on parle de WordPress, de Joomla, de PrestaShop et Drupal. PrestaShop et Drupal nécessitent quand même une petite revue d'effectifs sur mesure avant de passer en parc de maintenance parce que ce sont des sites un petit peu plus costauds. Et c'est notamment vrai pour WordPress, ce service. L'idée c'est quoi? C'est simplement de pouvoir confier au WebOfacto et donc aux équipes WebOfacto derrière la maintenance de vos projets open source. Qu'est-ce que c'est que la maintenance de vos projets open source? C'est s'assurer de l'évolution et de la mise à jour du noyau comme des plugins. C'est de s'assurer que la communication entre les plugins et le noyau est toujours bonne. C'est de s'assurer que les plugins répondent bien aux fonctionnalités demandées. En cas de bug déclaré, si c'est lié à une montée de version, eh bien MediaLibs se charge de la résolution. Si c'est un plugin qui répond plus avec le noyau, MediaLibs se charge de rentrer en contact avec les équipes support du plugin et d'appliquer les corrections demandées. La seule chose en fait que couvre pas la maintenance des solutions open source, c'est le développement spécifique. On rentre pas dans un code qu'on n'a pas fait. Alors je ne dis pas qu'on le fait pas du tout. C'est quelque chose qu'on peut faire, mais qui est fait sur mesure. Ça veut dire que vous devez nous soumettre en amont le projet avec un code commenté, avec un peu de documentation, et là on fait une étude qui est sur mesure, mais c'est hors cadre. Dans le cadre, on est vraiment sur de la mise à jour, de noyaux et de plugins. C'est une action que vous pouvez commander directement depuis le WebOfacto. Sur la fiche de vos projets, vous avez la capacité de commander une maintenance. Et enfin, là, on va revenir sur des choses que vous avez eu l'occasion de découvrir déjà pour ceux qui utilisaient la version bêta depuis quelques temps. Mais du coup, là, on va se retrouver désormais, en fait, vous avez tous en fait une gestion fine de l'hébergement. Gestion fine de l'hébergement, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Alors la première chose, ça va toucher vraiment en fait les projets open source avec la possibilité de faire un réglage très fin de la configuration PHP. Alors, quelque chose de très nouveau, de très récent, c'est que désormais, vous allez pouvoir choisir parmi les différentes versions PHP, à savoir PHP 5.4, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2 et 7.3. Par défaut, lorsque vous créez un nouveau projet open source, il est installé avec une version PHP 7.3, mais du coup, en fait, vous êtes complètement libre de faire varier en fait, cette version PHP. Parallèlement à vraiment la version qui est utilisée, vous allez avoir la possibilité de configurer certains éléments justement de configuration un peu fine de PHP, à savoir la mémoire autorisée
pour le site, les différents temps avant, temps maximum d'exécution des scripts, enfin voilà, des paramètres assez fins comme ça. Alors chez d'autres hébergeurs ça se fait aussi, mais la plupart du temps en fait ça se fait directement dans un fichier qu'on appelle le fichier .htaccess, donc ça s'adresse plutôt à des personnes un peu techniques. Bah là le gros avantage c'est que depuis le Webofacto vous avez un simple formulaire où on vous donne en plus des préconisations par rapport à votre hébergement, par rapport au type de solution. Donc voilà, donc c'est assez simple pour vous. Alors, je me permets de préciser quand même que c'est le genre de manipulation qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. On n'a pas tous le même niveau technique et typiquement les réglages PHP, quand on ne sait pas trop y toucher, bah, vaut mieux ne pas le faire et laisser le Webofacto gérer par défaut les valeurs. C'est assez important parce que pour le coup ça peut provoquer Ouais, des instabilités. Ouais, exactement. N'hésitez pas, en fait, vous avez pu le découvrir, en fait, dans le Webofacto, vous avez un chat qui est disponible maintenant, pour le moment, en bas à gauche de l'écran. Lorsque vous avez des doutes sur la configuration à effectuer, n'hésitez pas à passer par le chat. En fait, Mm. c'est assez simple pour nous de vous orienter. On a quand même aujourd'hui quelques milliers de sites qui tournent sur notre parc, donc on est assez habitué justement à adapter assez finement les différents réglages. Alors à côté de cette gestion fine de PHP, vous allez retrouver la possibilité de gérer les sauvegardes de vos sites. Donc vous savez que l'ensemble de vos sites sont sauvegardés au moins donc une fois par jour, avec une rétention allant de 1 jour jusqu'à 15 jours. Donc le 15 jours, en fait, c'est nouveau, ça vient avec les hébergements mutualisés à la carte, à l'unité, À excusez-moi. l'unité, oui. Et du coup, en fait, directement depuis le Webofacto, pour n'importe quel projet, qu'il utilise un CMS MediaLibs ou qu'il utilise n'importe quel CMS du marché, vous allez avoir la possibilité de justement accéder à la liste des sauvegardes qui sont disponibles. Et depuis cette liste des sauvegardes, vous allez avoir deux actions. La possibilité de restaurer. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une restauration du site tel qu'il était au moment de la sauvegarde. Mm. Et vous avez la possibilité également de télécharger une sauvegarde. Donc par exemple, vous avez un site qui est sauvegardé à 5 jours, bah, vous allez pouvoir télécharger le site tel qu'il était, par exemple il y a 3 jours. Donc là, vous récupérez l'ensemble des fichiers, la base de données, et ça vous permet éventuellement en fait, de récupérer les sources pour ne restaurer qu'une petite partie des fichiers. Je vous prends un cas très concret. Imaginons que vous êtes sur un projet, admettons Imagine, qui fait du e-commerce. Bah, la plupart du temps, en fait, il est extrêmement compliqué de venir réappliquer une sauvegarde complète, Brut, ouais. brute, même si cette sauvegarde a été faite cette nuit, par exemple. Bah, dans la matinée, vous avez pu avoir des commandes. Donc dans ce cas-là, en fait, le fait de télécharger, ça va vous permettre de télécharger, récupérer par exemple le template ou le fichier JavaScript qui a été corrompu ou qui ne fonctionne plus. Vous récupérez le fichier, ça vous permet très finement en fait d'agir là-dessus. Bien entendu, en fait, si vous vous sentez pas de faire une restauration, on va dire fine, d'un projet, de la même manière, on se tient à disposition pour réaliser justement une restauration sur mesure. Là encore, en fait, on est extrêmement habitué à faire des restaurations sans impacter la vie du site. On sait très précisément en fait les données en fait qui évoluent par exemple sur un site e-commerce et ça nous permet de restaurer en fait l'ensemble du site Mm. sans impacter votre activité. À côté de ça, on va retrouver en fait un gestionnaire de tâches planifiées. Alors ça, c'est vraiment pour les projets open source. Et ce gestionnaire de tâches planifiées va vous permettre de créer en fait des tâches qui vont s'exécuter à fréquence régulière euh, sur vos sites. Donc typiquement, pour donner un exemple, très régulièrement, vous allez avoir des tâches planifiées qui vont se charger d'aller récupérer des données par exemple sur un site FTP, un espace FTP tiers, les données vont être récupérées pour être importées sur votre site. Donc ça, du coup, vous allez pouvoir planifier une tâche qui pourra s'exécuter, par exemple, une fois par jour à 3h10 du matin, qui va récupérer les données et qui va mouliner pour mettre à jour votre base produit. Ça c'est un exemple. Donc là, vous êtes complètement autonome pour gérer ces tâches planifiées. En termes d'optimisation, pour ceux qui font du WordPress, ça vous permet aussi de supprimer l'espèce de comportement par défaut de WordPress qui vise
exécuter des espèces de tâches planifiées un peu aléatoirement lorsqu'on consulte le site. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un tueur absolu de performance. C'est plutôt une aberration technique de fonctionner comme ça. Donc ça va vous permettre de désactiver en fait le fichier, le comportement d'exécution ça s'appelle WP cron.php. Donc vous allez pouvoir le désactiver en fait cette gestion aléatoire du système de cron de WordPress pour venir le programmer proprement comme une tâche planifiée. Donc voilà, donc ça, c'est les éléments qui sont disponibles aujourd'hui dans le Webofacto et qui vous permettent de gérer finement justement l'hébergement de vos sites. Et enfin, au niveau du Webofacto, pour faire une revue un peu des nouveautés, vous avez pu découvrir, certains d'entre vous l'ont déjà utilisé, en fait le système de chat. Alors le système de chat, c'est ce que vous voyez donc ici, en bas à gauche de l'écran du Webofacto. Lorsque vous avez une interrogation, lorsque vous avez besoin d'être orienté sur le Webofacto, lorsque vous avez besoin d'un petit conseil commercial, quelque chose de... voilà, en fait il ne faut pas hésiter à utiliser le chat, c'est simple à utiliser. C'est en général, je pense que c'est très réactif je pense que ceux qui l'ont utilisé peuvent la tester et du coup, voilà, enfin, il faut vraiment pas hésiter. Le chat, il se supplée à rien, c'est-à-dire que on n'utilise pas le chat à la place de quelque chose, on utilise le chat en plus de. Vous avez, comme disait Jérémy, une interrogation, est-ce que je dois faire un ticket ou pas? Je suis un peu pressé, tiens d'ailleurs j'ai un bug, je suis un peu pressé, j'ai pas trop le temps de créer un ticket, je me lance sur le chat. Sachez-le, nous on est capable de créer un ticket immédiatement grâce à l'outil de chat. Donc ça peut nous permettre aussi d'une part d'accélérer un certain nombre de traitements et ça nous permet assez facilement de creuser et de mieux qualifier vos différentes demandes. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, il est là pour faciliter les relations et créer un petit peu plus de proximité sur des difficultés, sur des questions qu'on peut avoir. Le chat, par contre, c'est pas parce qu'on utilise le chat qu'on va arrêter les tickets. Garder cette dynamique de tickets en cas de bug ou en cas de choses comme ça, parce qu'on aura toujours besoin de cette traçabilité. Juste un petit complément sur l'utilisation qu'on peut faire du chat également, c'est que nous, aussi, on va pouvoir déclencher une communication chat avec vous. C'est-à-dire que par exemple, vous avez créé un ticket, il y a une ambiguïté, on ne sait pas comment reproduire, voilà, il manque des éléments. Plutôt que d'avoir de longs échanges sur le ticket en disant je comprends pas, vous allez répondre, on comprend toujours pas, et ainsi de suite. Gros avantage, c'est que là, si on vous voit connecté sur le Webofacto, on va avoir la possibilité de simplement engager la conversation, qualifier très rapidement voilà, par quelques échanges. Éventuellement, le gros avantage aussi, c'est qu'on a la possibilité de voir votre écran voilà, tel que dans le contexte d'utilisation, dans le contexte d'utilisation, et ça nous permet vraiment d'être beaucoup plus efficace sur la qualification. Donc vous étonnez pas si à un moment donné vous voyez en fait la fenêtre de chat s'ouvrir, c'est que tout simplement en fait on le voit vraiment comme un outil pour fluidifier complètement en fait les différents échanges avec vous. Enfin, dernière fonctionnalité que vous avez à disposition dans le Webofacto, lorsque vous enregistrez un moyen de paiement au niveau de votre espace de travail, jusqu'à présent, en fait, vous aviez la possibilité d'enregistrer justement un IBAN. L'avantage d'avoir un moyen de paiement enregistré, c'est que derrière, en fait, pour toutes les commandes que vous allez passer dans le Webofacto, vous n'avez plus à sortir votre carte bancaire directement pour ressaisir un numéro. Vous avez un paiement enregistré, vous allez simplement l'utiliser. Et bien aujourd'hui, en plus de l'IBAN, vous allez pouvoir retrouver la possibilité de venir associer une carte bancaire qui va être rejouable. C'est-à-dire que vous avez une simple procédure dans laquelle vous allez renseigner une seule fois en fait, vos codes de carte bancaire, donc les différents numéros. Une fois que ça a été enregistré, en fait, ce paiement par carte bancaire sera disponible également pour l'ensemble des commandes et sans avoir besoin justement de ressortir votre carte pour valider la transaction.
Ok, alors ce nouveau moyen de paiement, il ne vient pas seul, en fait, il vient avec une refonte un peu globale du système de facturation du Webo Facto. Euh, un des héritages un peu lourds qu'on avait apporté de toutes ces années d'offres commerciales différentes, c'était notamment la périodicité différente selon les offres auxquelles vous souscriviez. Certains sites étaient facturés au mois, d'autres au trimestre, d'autres à l'année. Ça complexifiait donc la facturation et sa compréhension, et donc on se retrouvait souvent à devoir éclaircir des situations qui demandaient de l'être. Aujourd'hui, avec ce nouveau moyen de paiement, on a en fait développé tout un système de lissage de la périodicité de la facturation. On a enregistré dans notre outil, dans notre CRM, une période de facturation pour chacun de vous. Par défaut, c'est du 30 jours. Certains d'entre vous, ça peut être du 15 jours ou du 45, peu importe. En fait, l'intégralité du parc de sites et du parc de serveurs, enfin, la facturation du parc de sites et du parc de serveurs va venir se lisser sur une seule et même période pour l'intégralité du parc. Que vous ayez des sites qui étaient historiquement facturés à l'année, à la période d'anniversaire, leur périodicité vont changer pour passer sur une seule et unique périodicité. L'idée de faire ça, c'est quoi? C'est d'avoir en fait une seule facture pour l'ensemble du parc de sites et de serveurs, et que celle-ci soit jouée tous les mois, c'est tous les mois, tous les 3 mois, c'est tous les 3 mois, ou tous les ans, c'est tous les ans, en fonction de ce qu'on a configuré en amont. Et surtout que le Webo Facto, à travers cette CB ou à travers cette IBAN, enregistre lui de façon automatique le paiement. Que vous n'ayez pas à faire les virements tous les mois ou tous les trimestres, c'est le Webo Facto qui va le faire de façon autonome. Donc normalement il y aura plus de soucis de attention, mon site il arrive en renouvellement, est-ce que vous avez bien su le virement et compagnie, pour être sûr qu'il soit pas mis en ligne. Donc ça, soyez-en attentifs, parce que ça va modifier pour certains d'entre vous, pas pour tous, mais pour certains d'entre vous, ça peut modifier un peu la facture que vous allez recevoir trimestriellement ou mensuellement. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie Webo Facto qu'on vient de vous présenter. Je vous propose de passer en fait aux évolutions de nos CMS. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par la zone de chat, on se fera un plaisir de vous répondre. Alors, au niveau d'Imagine, en novembre, on avait eu le plaisir de vous présenter la nouvelle apparence d'Imagine, et à cette époque était disponible en version bêta en fait la nouvelle gestion optimisée des images. Alors on y retrouvait pas mal de choses. On y retrouve, et donc qui est disponible aujourd'hui en version stable, donc qui est disponible pour l'ensemble de vos sites Imagine. Cette nouvelle gestion optimisée des images, c'est à la fois en fait une meilleure utilisabilité pour les administrateurs des sites. C'est-à-dire qu'en fait, on va retrouver en fait un moteur d'import qui fonctionne par drag and drop. Vous avez un dossier avec toutes les images, vous le déplacez simplement sur votre centre de ressources, et en fait tous les médias vont être automatiquement importés. Donc ça, c'est vraiment en fait pour cette fonctionnalité, elle a été mise en place tout simplement parce qu'on nous avait fait des retours en disant ouais, c'est sympa Imagine, mais par contre la gestion des images, elle est pas très moderne. Bon, donc du coup ça c'était vraiment pour répondre justement à l'aspect modernité en fait dans la gestion des images. De la même manière, si vous avez un formulaire, par exemple un formulaire d'actualité, dans laquelle vous avez justement un champ image, il est plus aujourd'hui nécessaire en fait de passer par le centre de ressources, importer votre image pour pouvoir l'utiliser par la suite. Vous allez pouvoir directement faire un drag and drop sur le champ prévu pour l'insertion d'image, et automatiquement le média va être créé dans votre centre de ressources et inséré pour votre actualité. Donc ça c'est vraiment en fait voilà, pour apporter beaucoup plus de confort et de performance pour les administrateurs des sites. Après, en fait, on a mis en place aussi plusieurs fonctionnalités pour gérer en fait les tailles d'image. Donc ça, c'est des éléments que vous allez retrouver à la fois côté Webo Facto. Lorsque vous configurez un projet, vous allez pouvoir choisir différentes tailles d'images. Vous allez pouvoir d'ailleurs en configurer autant que vous le souhaitez. Donc ça vous permet par exemple de faire
une taille d'image qui s'appellerait produit, une taille d'image qui s'appellerait actualité, une taille d'image qui s'appellerait, je sais pas, article ou zone de contenu, avec pour chaque libellé, en fait, la taille d'image associée. Euh, Si vous avez défini plusieurs types d'images, vous avez la possibilité, lors de l'import d'une image, de demander à l'administrateur de choisir dans quelle taille d'image doit être redimensionnée justement l'image qui vient d'importer. Donc voilà, donc ça c'est une des possibilités. Et la deuxième grosse possibilité, c'est tout simplement vous dire que vous, alors plutôt, là je m'adresse plutôt en fait à des profils type intégrateur, en fonction du contexte d'affichage, directement depuis les templates, vous allez pouvoir déterminer en fait quelle taille d'image doit être utilisée. Alors ça, c'est extrêmement pratique et extrêmement puissant. Ça vous permet surtout d'éviter les énormes malus que donnent Google Speed et Yahoo Slow lors de la consultation des sites. Il faut savoir en fait que ces deux outils en fait, de contrôle de performance ont absolument horreur d'avoir une image qui est affichée sur un site et qui est contrainte en CSS, c'est-à-dire que vous avez une zone, visuellement, en fait, vous avez une image qui fait 400 pixels, mais par contre, si l'image réelle fait, admettons, 1000 pixels, vous allez avoir un malus, parce que, en fait, c'est un surcoût pour les indexeurs, et en fait, ce surcoût, tout simplement, se transforme en malus d'indexation. Et bien là, du coup, directement dans vos templates, vous allez pouvoir dire, alors, dans cette zone-là, c'est ma zone de contenu, je veux que les images, au maximum, fassent 400 pixels. Vous êtes sur un widget, par exemple, dans la colonne de droite, un widget de mise en avant de produits, et là, vous allez pouvoir dire, bon, bah voilà, les mises en avant, les visuels de produits dans ce widget de mise en avant, au maximum, font 300 pixels. Et le gros avantage, l'énorme avantage de faire ça, c'est que pour l'administrateur, encore une fois, bah, c'est simplicité absolue. Il a juste à importer son image sans se soucier en fait du contexte d'utilisation. Et en fait, il va importer une image qui pourrait très bien être énorme. La plupart du temps, les administrateurs, ils ont tendance à prendre une photo et la publier directement. Donc on se retrouve avec des images qui font d'ailleurs 3 mégas ou 5 mégas. Et là, bah, simplement, en fonction du contexte de publication, d'affichage, bah, des fois, en fait, l'image va ressortir à 400 pixels, des fois, elle va ressortir à 300 pixels. Donc voilà, c'est une simplicité complète. Donc ça, c'est vraiment en fait de l'optimisation plutôt performance. À côté de ça, en fait, on a revu aussi le système de nommage des différents fichiers qui sont importés. Ça, c'est important au niveau du SEO. Jusqu'à présent, en fait, vous aviez un import avec un nom de fichier qui était réécrit. Bon, bah là, aujourd'hui, vous n'avez plus de réécriture du nom de fichier. C'est-à-dire que vous êtes 100% autonome pour définir la politique de nommage des fichiers par rapport à vos stratégies de SEO. Et en fait, bah, Imagine va vous les importer lorsque vous allez importer les images. Bon, bah voilà, le nom de fichier sera conservé tel que. On a juste une gestion de dédoublonnage pour éviter que vous veniez écraser en fait un autre média. Mais par contre, bah voilà, si vous avez décidé de remplacer les espaces par des tirets, si vous avez, enfin, là, on garde vraiment le comportement tel que. Voilà, ça c'est en détail la gestion d'images que vous disposez maintenant sur l'ensemble des sites Imagine. Enfin, alors ça vous avez pu le découvrir en tout début d'année sur l'ensemble de vos sites. Alors là il y a une petite coquille. Ça ne concerne pas simplement Imagine, ça concerne tous nos CMS, Imagine Easy Media et Setup. En fait, vous disposez en fait d'un nouveau module RGPD. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce module RGPD? Pour ceux qui connaissent, c'est calqué sur tarteaucitron.js. Ouais, en fait, pour une partie, en effet, on se base sur tarteaucitron.js. Ça concerne justement l'acceptation de l'utilisation des cookies. C'est-à-dire que, prenons un exemple très très commun d'un site. Bah, lorsqu'on arrive sur un site, on a besoin des cookies. Pourquoi avoir besoin des cookies? Bah, tout simplement pour permettre d'authentifier une personne et de le garder authentifié. À côté, on va avoir un ensemble de services tiers. On va avoir Analytics pour le tracking. Pourquoi pas Google Maps pour afficher des cartes. Pourquoi pas voilà, un certain nombre d'outils tiers de cette manière-là. Et grâce à Tarte au citron qui est configurable directement depuis vos outils d'intégration, bah, vous allez pouvoir configurer justement la prise de consentement pour l'utilisation de ces différents services. Donc là, en fait, sur votre site, lorsqu'un internaute va arriver, en fait, il va se retrouver avec un bandeau
lui demandant justement d'accepter les différents services. Donc là, il sera complètement libre de dire bon bah ok, bon bah j'accepte les cookies. S'il les accepte pas, fonctionnellement ça peut être un peu compliqué. Mais parce que du coup on pourra pas l'authentifier sur un site e-commerce, il pourrait pas passer de commande, mais bon après il pourrait le refuser malgré tout. Il va derrière pouvoir dire bon bah j'accepte Google Maps ou non, j'accepte Analytics ou non, et ainsi de suite. Donc on a vraiment cette partie-là qui permet de laisser la liberté aux internautes de choisir justement les outils qui lui sont proposés. À côté de ça, on a mis en place un système, donc ça c'est toujours en fait selon les recommandations et les précaux de la RGPD, on a mis en place un système de purge automatique sur les formulaires. Donc juste pour info, rappel, lorsque vous avez un formulaire publié sur un site Imagine, Easy Media ou Setup, dès qu'un internaute va le renseigner, bah, les données qui ont été renseignées vont être stockées dans une partie qu'on appelle la correspondance. Cette correspondance, bah, jusqu'à présent, bah, en fait, vous étiez libre de la supprimer euh, quand vous le souhaitiez. La RGPD demande que, par défaut, les données soient supprimées à 3 ans. Il me semble que c'est C'est à 3 ans. 3 ans, effectivement. En fait, le RGPD dit la chose suivante. En cas d'utilisation de données non nécessaires à l'exécution d'un contrat commercial, celles-ci doivent être supprimées 3 ans après leur récolte. Donc, en gros, vous êtes un site vitrine et vous récoltez des adresses email pour, je sais pas, envoyer une newsletter. Vous n'avez aucun contrat commercial vous liant à un internaute. Au bout de 3 ans, vous devez sortir l'internaute de votre correspondance, à l'exception d'un accord express de sa part vous autorisant à conserver pour une nouvelle période de 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, au bout des 3 ans, votre correspondance doit être purgée, ou alors vous devez envoyer un email à vos correspondants qui arrivent au bout des 3 ans en leur demandant de vous renouveler le consentement sur l'envoi de newsletter par exemple. C'est un petit peu particulier dans le cadre du e-commerce parce que dans le cadre du e-commerce, on a un accord commercial, un contrat commercial qui lie les parties. Et là où c'est pas très clair, c'est à partir de quand on estime que le contrat commercial d'un achat simple s'arrête. Donc là aujourd'hui c'est pas, enfin le RGPD n'est pas très clair sur le sujet, mais on va considérer qu'un client est un client et donc on a besoin d'informations pour exécuter le contrat commercial. Juste dernier complément là-dessus. Vous pouvez par contre avoir des sites qui rentrent pas du tout dans le cadre RGPD. Par exemple, imaginons que vous êtes en train de faire un intranet bah voilà, qui est pour les besoins internes d'une société. Vous n'êtes pas forcément justement contraint par cette RGPD et par ces règles de purge. Bah, bien entendu, en fait, depuis la gestion de votre correspondance, vous avez la possibilité de désactiver cette purge automatique, bah, voilà, pour garder en fait ad vitam aeternam les différentes données. Enfin, la dernière chose que vous allez retrouver dans ce module RGPD, ça concerne l'accès aux données relatives à un utilisateur. Toujours dans le cadre de cette loi, de cette réglementation, vous êtes tenu, enfin plutôt vos clients sont tenus de pouvoir transmettre à un utilisateur qui le demanderait l'ensemble des données détenues par le site qui le concerne. Ouais. Du coup, en fait, pour répondre à ça, vous avez deux axes. Vous avez la possibilité de lui transmettre un fichier avec toutes les données qui le concernent. Et deuxième axe, c'est vous avez la possibilité de supprimer toutes les données qui concernent un utilisateur. Donc ça c'est vraiment en fait pour avoir un outil qui est absolument complet. On vous fera voir, on l'ouvrira juste après là pour vous faire voir l'autre. Et donc voilà, ça, vous pouvez soit fournir les données, soit supprimer les données d'un utilisateur. Question de Vincent, est-ce que le nettoyage automatique se fait également sur la newsletter?
Alors non, le nettoyage automatique se fait pas sur la newsletter parce que en fait la newsletter, vous êtes déjà tenu, alors depuis beaucoup plus de temps que RGPD en fait d'avoir des procédures de désinscription, de désabonnement. Exactement. Et à partir du moment où à chaque expédition d'une newsletter vous transmettez bien justement la possibilité de se désabonner, en fait vous n'avez pas de problème de conformité RGPD là-dessus. Exactement. Euh, du coup, Dans la roadmap, on a quelques éléments qui vont arriver, soit incessamment sous peu, soit à moyen terme. Euh, Incessamment sous peu, on a la migration de sites entre serveurs et la synchronisation d'un site à l'autre. Qu'est-ce que c'est que ces deux trucs? La migration de sites entre serveurs, c'est la possibilité de façon autonome de faire passer un site d'un serveur à l'autre à partir du moment où on est sur notre parc. Quand je dis incessamment sous peu, j'ai pas les dates exactes, mais enfin c'est développé, c'est en intégration, donc c'est quasiment terminé. Et la synchronisation d'un site à l'autre, c'est la possibilité d'avoir des environnements de pré-prod en fait. Je peux pousser le contenu d'un site vers un autre de façon automatique sans avoir à reproduire un dev, une inté ou chose comme ça. Et donc de créer de véritables environnements de pré-prod. Et là encore, Jérém, tu me corriges si je dis des bêtises, mais je crois que c'est développé et que c'est soit en maquettage, soit en intégration. ouais. C'est assez imminent. L'ajout de compte PayPal en moyen de paiement, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Pour rien vous cacher, c'est pas hyper stratégique parce qu'on n'est pas hyper nombreux à utiliser le compte PayPal, donc je sais pas trop où est-ce qu'ils en sont là-dessus. On doit pas C'est en en être cours de test également c'est en sur cours cette de partie-là. test. Donc c'est une évolution qui va arriver également. Vincent, je te réponds juste après. L'évolution d'une offre sponsorisée, bien évidemment, le passage en nouvelles offres nous a demandé un certain nombre d'adaptations, comme le passage d'une offre sponsorisée vers une offre d'hébergement à l'unité ou d'hébergement sur serveur privé. Aujourd'hui, on a la capacité de faire évoluer un certain nombre d'offres gratuites vers une offre payante. Si cette possibilité, vous ne la trouvez pas dans le Webo Facto, ne paniquez pas, faites un coup de chat et on a la possibilité de le faire à la main. On est en train de remaqueter un peu le passage d'une offre sponsorisée vers une offre payante parce qu'on s'est rendu compte que la manière dont on l'avait intégré, en fait, c'était pas du tout intuitif et on avait du mal à trouver l'information. Donc on va le faire évoluer. Vincent, également sur les serveurs privés pour la migration, c'est principalement pour les serveurs privés en fait, Vincent. Toi qui dois avoir, enfin je sais pas combien de serveurs, une bonne dizaine je pense, voire plus, tu auras la possibilité entre tes serveurs privés d'envoyer un site d'un serveur à l'autre à partir du moment où le serveur de réception contient les... ça t'intéresse beaucoup d'en avoir autant? Ça tombe bien, Vincent. Euh, en fait, ça va te permettre de faire migrer les sites entre les serveurs à partir du moment où le serveur de réception est conforme en termes de contraintes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il ait l'espace disque nécessaire. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit en capacité de recevoir la techno du site. Donc, si c'est un serveur open source, tu ne pourras pas y mettre dessus un site Medialips et le contraire non plus. Par contre, voilà, si tu migres un site de 500 MO sur un site open source de 500 MO sur un serveur open source qui a plus de 500 MO d'espace, tu le feras en toute autonomie. Là-dessus, il n'y aura pas de souci. Et oui, ça t'intéresse, j'imagine que ça t'intéresse, Vincent, parce que ça vous permettra d'avoir une gestion un petit peu plus fine, un petit peu plus optimisée de vos serveurs sans avoir à passer par nous. C'est vrai que c'est un vrai confort. Et puis, ça permet de faire un peu de ménage. Ouais, ça permet de faire du ménage et de l'optimisation. En fait, ce que vous pouvez très bien vous dire, c'est par exemple, vous pouvez réserver un de vos serveurs plutôt à des sites en jeu. Et en fait, sur une année type, un site pourrait très bien être en jeu pendant une petite période et être plutôt dormant le reste du temps. Donc imaginons, voilà, début de la saison touristique, vous prenez votre site, vous le mettez sur votre serveur de site en jeu. Fin de la saison touristique, vous le remettez en fait avec sur un serveur sur lequel vous avez des sites plutôt dormants. Donc ça va vous permettre de faire ça. Deuxième très gros avantage, c'est que ça va vous permettre aussi, alors pour certains d'entre vous, je réfléchis aux participants de ce webinaire, mais certains d'entre vous, vous avez en fait des serveurs qui
aujourd'hui encore, mélange des technos Media Libs avec des technos open On source. doit plus en avoir beaucoup là Euh, encore. ouais, donc si vous aviez encore des serveurs avec ce mélange-là, bah, ça vous permettrait en autonomie de faire le ménage Hmm. et de faire vraiment cette séparation pour avoir un Ouais. parc qui est optimal. C'est important ce que tu dis parce qu'effectivement, on n'a pas été hyper indicatif sur la séparation de l'open source et du media libre. On a laissé les choses se faire petit à petit. À partir du moment où vous aurez la possibilité en autonomie de les migrer d'un serveur à l'autre, bien évidemment, on sera un petit peu plus attentif à cette répartition parce que les enjeux techniques et sécuritaires sont assez importants. Donc voilà, ça va vous permettre de réfléchir un peu autrement à votre parc de serveurs. Comme disait Jérém, avoir un serveur de site à enjeu, donc ça vous permettrait par exemple d'avoir un gros serveur avec une astreinte adossée dessus, un serveur un peu plus petit sans astreinte et vraiment de pouvoir les piloter comme ça au jour le jour et selon l'actualité de chacun de vos sites. Je reprends juste sur la migration, c'est OK. Sur la partie synchronisation, je me permets juste quelques petits compléments. En fait, lorsque vous allez utiliser la fonctionnalité de synchronisation qui va être disponible dans le WebOfacto, vous avez par exemple un site en pré-prod, un site en production. Bah, lors de la synchronisation, vous allez pouvoir définir assez finement ce que vous voulez synchroniser. Donc, c'est-à-dire que vous pourriez très bien dire si votre site justement vos deux sites concernent justement un site e-commerce, bah forcément, lors de la synchronisation, par exemple pré-prod vers production, bah vous n'allez pas vouloir écraser les commandes. Donc, lorsque vous allez configurer justement ces mécanismes de synchronisation, bah, vous allez avoir un simple formulaire qui va vous dire qu'est-ce que vous voulez exclure de cette synchronisation. Donc, ça vous permettra de pousser, par exemple, l'ensemble des contenus, l'ensemble des images, l'ensemble bah, voilà, des éléments bah, qui ne sont pas liés à l'activité propre de votre site. Et comme ça, en fait, par un simple clic, vous lancerez la synchronisation. La synchronisation, ça va vite sur nos tests, même sur des sites très volumineux à plus de 10 gigas. La synchronisation est complète en moins de 10 minutes. Attention, je me permets de relativiser ça. Euh, on est en plein centre de Nantes, on est fibré, on a une bonne connexion. Je parle pour nos amis de Fougères, par exemple, au PIF, qui pourraient ne pas être outillés de la même manière. Ça dépend quand même de la qualité de la connexion que vous avez entre les mains, hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous allez réaliser une configuration pour la synchronisation entre deux sites, bah, celle-ci va être persistante. C'est-à-dire que vous faites une synchronisation aujourd'hui en ayant défini ce que vous voulez inclure, exclure et ainsi de suite. Bah, si vous revenez dans 3 semaines sur ce même site pour lancer une synchronisation, bah, vous retrouverez en fait ce que vous avez configuré. Donc ça vous permet vraiment bah, par la suite de dire bon bah ok, là je viens de faire ma mise à jour, c'est validé par mon client, je veux mettre en production, je clique sur synchroniser, c'est parti. Mm. Donc voilà pour ces fonctionnalités qui vont arriver, Ça, comme le ça, disait ça, Com, ça très va, ouais, rapidement. ça va arriver très rapidement. On pensait même que ça allait être en ligne pour le webinaire. Alors on a pris un petit peu de retard dans les tests, mais c'est vraiment quelque chose qui sera imminent. Trois évolutions également. Le e-commerce sur Imagine. Vincent, je ne sais plus si tu étais là pour la commission e-commerce. Je crois que oui, mais j'en suis plus certain. En tout cas, on a tout un programme d'évolution e-commerce. Si tu étais là, on a tout un programme d'évolution e-commerce sur Imagine qu'on n'a pas abandonné, bien évidemment, qui est toujours dans les tuyaux et qu'on va et donc on va venir agrémenter Imagine de ces nouvelles fonctionnalités. Donc les nouvelles fonctionnalités e-commerce d'Imagine, elles ont été identifiées par certains partenaires de MediaLibs, donc voilà, Vincent de Startup en faisait partie, qui sont des gros utilisateurs e-commerce. Ça va être un travail sur le long terme, donc au fur et à mesure du temps, on verra de nouvelles fonctionnalités arriver. On ne sait pas encore exactement à long terme quelle sera la stratégie e-commerce d'Imagine. Vous le savez, il y a plusieurs débats qui s'animent. Est-ce que on en fait un CMS propre? Est-ce qu'on le sort complètement du Imagine? Est-ce qu'on fait une logique à la PrestaShop des add-ons? Aujourd'hui, ce débat-là, il est pas clos.
Et du coup, eh bien, on va continuer d'alimenter le cœur d'Imagine sur le e-commerce et puis on verra dans un second temps quelle stratégie on adopte. La gestion de blog en bloc, alors ça c'est pour Setup, les utilisateurs de Setup savent exactement de quoi je parle. Je demandais ce matin à Alban, notre responsable R&D, le planning pour ce truc-là. En gros, d'ici la fin de l'été, ça devrait sortir de test. Et donc, c'est pareil, c'est très rapide pour la gestion du blog en bloc de setup. On devrait le voir très rapidement. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est le fait d'avoir un éditeur drag and drop de gestion de contenu dans le blog de setup. Un nouveau tunnel de création de projet, là, il n'y a rien d'hyper novateur en termes de fonctionnalité, c'est de l'ergo pur et de l'intuitivité. Le tunnel de création du Webo Facto va évoluer pour quelque chose d'un petit peu plus simple et d'un petit peu plus vertical, permettant d'aller plus vite et de se focaliser sur les points essentiels de la création de projet et de remettre à plus tard des éléments plus secondaires, comme, je sais pas, je pense à Imagine, par exemple, de la configuration de modules ou des choses comme ça. Les fonctionnalités que nous développons, alors autant sur Imagine on a un panel de choses à développer. Faut pas hésiter, je pense notamment au Webo Facto, ça fait partie de notre philosophie, d'ailleurs je crois que c'est la slide d'après. Notre mission au quotidien, c'est de continuer à améliorer nos outils pour vous offrir des fonctionnalités toujours plus efficaces. N'hésitez pas à nous faire part, je pense au Webo Facto, de fonctionnalités auxquelles on n'aurait pas pensé et à développer. Voilà, je pense au transfert de sites entre les serveurs ou à l'environnement de pré-prod, qui sont pas forcément des évolutions qui sont très très lourdes à développer pour nous, mais qui ont des impacts assez importants en termes d'utilisabilité et de fonctionnalité pour vous. Bien évidemment, on ne peut pas penser à tout, on n'a pas tout en tête. Et puis à partir du moment où on est sur un outil qui est innovant et un peu unique en son genre, c'est pas forcément très simple d'inventer des nouvelles choses tous les jours. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos propositions d'évolution. Je pense effectivement beaucoup au Webo Facto, mais sur nos autres outils également. Donc voilà, nos objectifs, je vous l'ai dit, le Webo Facto, boîte à outils complète du quotidien. Elle peut s'agrémenter de pas mal d'autres fonctionnalités. On a quand même un enjeu fort de simplicité. Hein. L'idée, c'est pas forcément de faire de l'empilement de fonctionnalités pour vous permettre de gagner en efficacité dans votre gestion de projet. Développer nos offres open source, oui effectivement, alors c'est pas tant le fait de développer nos offres open source, c'est de pouvoir être légitime quand on dit qu'on veut faire du Webo Facto votre boîte à outils. On le sait et on en est conscient, l'open source est une partie prenante de votre activité, une partie importante. Il faut donc que le Webo Facto l'accepte aussi facilement qu'il puisse accepter nos solutions. Et puis voilà, simplifier la souscription et faire gagner du temps à tout le monde. On a fait le tour des éléments. Ce que je vous propose, c'est très rapidos pour les plus curieux de rester pour voir, je pense peut-être au modulaire GPD d'Imagine. Je pourrais le faire voir dans les outils d'inté, où est-ce qu'il est accessible. Et puis peut-être l'optimiseur d'image. Alors au niveau du module, alors j'ai une fenêtre qui est par-dessus. Au niveau du module RGPD d'Imagine, ce que vous allez retrouver, donc ça c'est plutôt à la destination des administrateurs, vous allez retrouver cette partie donc, qui est dans mes outils données personnelles, et depuis laquelle vous allez pouvoir lancer une recherche, donc sur un nom, sur une adresse mail, et c'est à partir de là, en fait, que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous allez avoir la possibilité d'exporter ou de supprimer les données. Alors, je suis pas sûr que tu aies des utilisateurs sur ce site. Eh ben, si. Ah si, j'en ai quand même. Donc là, par exemple, j'ai lancé une recherche sur John, parce que j'ai été contacté justement par John Dio, qui veut avoir accès aux données qu'on a sur lui sur le site. Bon, voilà, je vais simplement taper. Ici, on sait voilà, que j'ai retrouvé un utilisateur. J'ai trouvé des données complémentaires. Et à partir de cet écran-là, je vais avoir soit la possibilité d'exporter. L'export, en fait, vous allez récupérer un fichier. Il est pas forcément extrêmement facile à lire, mais il est absolument exhaustif.
Ce que demande les réglementations, c'est d'avoir un fichier qui est exhaustif et qui contient l'ensemble de l'activité. En fait, c'est ce que vous allez obtenir. Et Et lorsque enfin, de toute façon, soyons très clairs, lorsqu'on a la nécessité d'envoyer les informations à un utilisateur, je pense que le fait que le document soit facile à lire ou pas, on s'en fout un peu. Le plus important, c'est qu'on soit capable de les extraire et de les supprimer si besoin. donc ça, c'est la première partie. Que vous retrouvez dans l'interface d'administration. L'avantage, c'est que là, du coup, vous allez pouvoir donner la main sur cette fonctionnalité directement à vos clients qui gèrent les sites. L'autre partie, du coup, vous concerne plus vous en tant que... ah merde. Je vais prendre un autre site parce que là, ce nom de domaine a expiré. Et donc là, ça concerne plus donc la partie intégrateur. Donc là, ici, on retrouve donc les outils d'intégration qui vous sont réservés en tant qu'utilisateur WebOfacto pour rappel. Et dans ces outils d'intégration, ici, vous allez retrouver un onglet qui s'appelle Données personnelles et dans lequel vous allez pouvoir sélectionner en fait le comportement, enfin définir le comportement, comme vous parlez tout à l'heure, en fait du plugin Tarte au citron. En fait, Tarte au citron, en fait, c'est un plugin qui est sorti au moment de la publication de la RGPD et qui permet justement la prise de consentement des internautes. Et donc là, du coup, vous allez pouvoir décider du comportement du plugin Tarte au citron directement pour votre site. Donc en l'activant par exemple pour tous les visiteurs du site et en activant ici en fait le choix des consentements que vous allez proposer. Donc pour Analytics, pour Maps, pour Google+, pour Facebook, pour Tag Manager, pour OCapTcha et ainsi de suite. Donc ça correspond à tous les services qui sont activés et disponibles pour votre site. Et donc là, du coup, en faisant simplement en fait euh, en cochant les différentes options, ça va permettre à l'internaute de choisir s'il accepte le consentement pour Analytics, pour Google, pour RoCapTcha et ainsi de suite. Donc voilà, donc ça c'est disponible, comme je le disais, pour l'ensemble des sites, Imagine, EasyMedia, Setup, donc avec ces deux gros volets. Le volet justement sur la récupération des données qu'on connaît sur un utilisateur et le deuxième volet c'est sur la prise de consentement. Je voulais vous montrer également très rapidement, je vais vous créer un projet, ça va permettre de remontrer quelques éléments. Donc par exemple là je vais me focaliser, je vais partir plutôt sur un projet, justement un projet WordPress. Alors là mon bouton est caché par une autre fenêtre. Alors, on vous a parlé tout à l'heure en fait des différents modes de création de projets. Donc ici, on retrouve les différents modes de création pour un WordPress. Donc la dernière version, une installation manuelle. Bon, l'installation manuelle, hein, c'est on crée un hébergement, vous avez un accès FTP, une base de données, et c'est vous qui faites tout manuellement derrière. Vous avez la possibilité de dupliquer un projet WordPress qui serait existant directement dans votre WebOfacto. Alors ça, c'est très pratique, ça vous permet de créer un modèle. Une fois que vous avez un modèle avec vos extensions que vous utilisez régulièrement et ainsi de suite, lorsque vous allez créer un nouveau projet WordPress, vous allez pouvoir le dupliquer. Et enfin, le dernier mode, je vous en parlais tout à l'heure, c'est un mode qui est extrêmement pratique à partir du moment où vous allez récupérer un nouveau client qui a déjà un site WordPress. Son site WordPress est hébergé, admettons, chez Gandhi ou chez One and One. Ici, vous allez simplement indiquer en fait les identifiants de l'hébergement actuel de votre projet, donc soit de l'identifiant FTP, SFTP, peu importe, et une fois que votre projet en fin de tunnel de création, le WebOfacto se charge de tout. Récupère la base de données, récupère l'ensemble des fichiers, vous avez votre projet WordPress qui est prêt à l'emploi dans le WebOfacto. Après, justement, à l'étape d'après, c'est là qu'on va retrouver en fait les différentes offres d'hébergement. Donc, comme le présentait comme tout à l'heure, on a des hébergements à l'unité et des hébergements sur serveur privé. Sur serveur privé, je ne reviens pas dessus. La plupart d'entre vous connaissez déjà en fait le fonctionnement. Et au niveau des sites à l'unité, ici, vous allez pouvoir choisir parmi les trois offres. Là, par exemple, je vais partir sur une offre qui est sponsorisée, qui est gratuite, sans engagement, et qui va juste être soumise à un bandeau publicitaire. Hop.
Et donc du coup, là je vais pouvoir lancer l'installation de mon projet. Alors l'installation des projets en fait a été optimisée. Alors ce qu'il faut savoir c'est que on vous a présenté les principales fonctionnalités. Après ce qu'il faut vous dire c'est qu'on travaille énormément plutôt sur des problématiques de fond. C'est-à-dire que par exemple il y a une période l'installation des projets pouvait prendre beaucoup de temps, même un projet quasiment vide. Aujourd'hui, en fait, l'installation des, bah voilà, par exemple, l'installation d'un site WordPress, bah voilà, je ne sais pas combien de temps ça a pris, Une mais voilà, minute. moins d'une minute, quoi. De la même manière, historiquement, sur la duplication de très gros projets, certains d'entre vous ont des projets qui font plusieurs gigas. Bah, la duplication de ce projet, par exemple, pour en faire une Hmm. V2, ça nécessitait une intervention de notre part. Ça, c'est des choses qu'on a optimisées. Aujourd'hui, vous pouvez très bien dupliquer un projet qui ferait 15 gigas dans le Web Facto, sous réserve d'avoir 15 gigas sur votre serveur privé. Aucun Hmm. problème, ça passera. Donc voilà, ça c'est plein de petites optimisations bah voilà, qu'on réalise au fur et à mesure et en tâche de fond. Là donc vous avez vu mon site WordPress qui a été installé. Juste pour un nouveau WordPress, bah, il faut simplement le finaliser. Cette étape elle est juste indispensable parce que c'est là que vous allez renseigner en fait l'identifiant de votre compte administrateur. Et ce que je veux aller juste vous montrer, c'est l'extension Webofacto qui est disponible pour WordPress. Ok, donc là du coup j'ai créé donc, mon nouveau site WordPress, il est configuré, je vais aller pouvoir me connecter dessus. Et là ce que je vais faire, bah, c'est simplement en fait je vais pouvoir aller ajouter une nouvelle extension. Donc là vous vous retrouvez en fait dans la librairie d'extensions par défaut de WordPress et ici je vais pouvoir lancer une recherche sur le Webofacto. Je vais pouvoir demander l'installation de l'extension. Donc là c'est l'extension Webofacto, elle fonctionne au même titre que n'importe quelle extension disponible. Et si je vous montre juste ici, pour l'instant, vous avez juste une action qui s'appelle le voir le site. Et à partir du moment où je vais l'activer pour mon site WordPress et que je rafraîchis cet écran, vous allez retrouver en fait cette nouvelle action qui s'appelle accéder à WordPress. Alors ça, c'est un confort énorme parce que dans les bonnes pratiques d'un site WordPress, il y en a une qui est essentielle, c'est de supprimer l'accès du WP admin. C'est-à-dire qu'on c'est tellement connu en fait qu'un WordPress, son interface d'administration, c'est WP login, WP admin, que forcément en fait tous les robots de piratage en fait utilisent et exploitent massivement ces URL. Il y a un certain nombre d'extensions et de bonnes pratiques qui consistent à changer l'accès justement à cette interface d'admin. Et lorsque vous changez l'accès, bah, des fois, du coup, c'est compliqué de retrouver comment on accède à tel ou tel site WordPress. Donc là, grâce à ce lien-là, bah, l'URL telle qu'elle est définie euh, réellement côté WordPress, bah, au clic dessus, vous serez directement redirigé sur la bonne URL. Et du coup, à partir du moment où vous avez installé justement l'extension, je vais juste vous montrer. Là, je vais me déconnecter. Je vais me déconnecter. Là, ça m'a déconnecté. Non, ça m'a pas déconnecté. Et là, je vais pouvoir cliquer sur accéder à WordPress. Et à partir du moment où je vais cliquer sur accéder à WordPress, bah là, en fait, je me suis retrouvé authentifié directement avec mon compte utilisateur du Webofacto. Vous pouvez le voir ici parce qu'en fait, tous les utilisateurs Webofacto qui sont authentifiés sur un site WordPress, ils sont tous suffixés en fait par cette extension WF User. Ce qui permet bah, voilà, facilement d'identifier ceux qui sont des utilisateurs Webofacto, des administrateurs classiques du site. À partir du moment où vous avez ça, bah, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça devient beaucoup plus simple de gérer la politique de droit sur ce projet. Vous faites rentrer un stagiaire dans votre agence, vous allez lui partager exclusivement ce projet-là avec son compte utilisateur Webofacto. Dès que votre stagiaire a fini sa période de stage, bah, vous allez simplement supprimer en fait ses droits sur le projet et vous n'avez pas besoin, enfin vous n'avez pas de risque d'avoir justement Hmm. des comptes utilisateurs un peu disséminés dans la nature sur les différents sites. C'est vraiment le Webofacto qui devient votre place centrale. Oui, quelle que soit la technologie de vos projets, le nombre de vos projets, effectivement. Alors je ne sais pas si vous avez des questions, des points que vous souhaitez que je vous montre en plus.
Sinon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, je pense aussi. Alors, a priori, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Et bah, s'il n'y a pas de questions, c'est super. Bah, du coup, il nous reste à vous remercier pour la participation à ce webinaire. Ouais, merci à tous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous revenez vers nous, vous l'avez vu, le chat, l'email, le téléphone. Vous n'hésitez pas à nous solliciter si besoin. Eh bien, merci à tous Bonne et bonne journée. fin de journée. Au revoir. Au revoir.